Bonjour, bienvenue au module 2, semaine 2. Aujourd'hui, on va regarder le persona et j'appelle ça un persona pour les dominer tous. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? On va regarder c'est quoi les personas, c'est-à-dire on va regarder est-ce que tu devrais en avoir plusieurs, la fameuse question qu'on me demande souvent. Ensuite de ça, on va regarder comment identifier son client de rêve, donc le persona, comment le trouver, le définir, comment l'identifier littéralement. Ensuite de ça, on va regarder comment l'attirer, comment attirer son attention et l'offre, en fait, et la distinction en fait entre l'offre et la demande de ta proposition de valeur pour ce dit persona et l'importance de la corrélation et de la cohérence entre ces deux-là. Donc, ce que tu offres versus ce que le persona a de besoin et qu'est-ce que ça réglerait comme problème ta proposition de valeur, justement. Donc, est-ce que tu devrais avoir plusieurs personas? Selon moi, la réponse est non. En fait, tu ne devrais pas t'adresser à plusieurs personas. Pourquoi? Mais parce que tu vas être en mesure d'offrir la meilleure expérience possible au bon client. Et ce, le plus adapté possible à sa situation personnelle au moment où il entre en contact avec ta marque. Ce que je veux dire ici, là, c'est vraiment qu'il faut que tu communiques tous tes efforts de communication numérique à une personne directement et pas essayer de plaire à tout le monde. Parce que la réalité, c'est que quand tu t'offres à quelqu'un via des communications digitales, numériques, tu peux pas t'adresser à tout le monde en même temps via une même publication. Donc, tu veux tout le temps cibler la même bonne personne, celle que tu veux avoir dans ton entreprise, à servir idéalement le plus proche possible de son portrait psycho-sociodémographique, comme on a vu là, en fait, dans le dernier module. Donc, on va regarder ici, c'est quoi les bénéfices de se concentrer sur un persona. Il va y avoir la simplification de tes processus d'affaires et de création de contenu, comme je viens de parler un petit peu. Donc, une augmentation de la rentabilité de tes efforts en matière de création de contenu, mais aussi avec plein d'autres sphères dans ton entreprise. Il va aussi avoir la simplification de ton offre qui va te permettre de te concentrer tes efforts justement à la promotion d'un seul produit ou service à travers ton contenu. C'est simple à se rappeler, ça, en fait, pour ton client de rêve. Si tu ne fais que vendre un programme de formation, comme je fais moi ici avec ce programme-là, ben c'est pas mélangeant de savoir comment est-ce que Simon peut m'aider dans mon entreprise. Tu sais, c'est que, OK, il y a un processus, il t'aide via sa formation, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est super simple, right? Donc, on veut éliminer la complexité dans la tête de ton client de rêve. Aussi, tu vas éliminer automatiquement tous les clients avec qui tu n'aurais pas eu le plaisir de travailler parce que, littéralement, il n'aurait pas été un bon fit. Donc, si tu t'adresses à quelqu'un et ça ne plaît pas à une genre de personne, elle ne va pas engager avec ton contenu, elle ne va pas vouloir te poser plus de questions parce que ça ne connectera pas avec elle, ce qui est une bonne chose pour toi, de filtrer automatiquement les gens qui ne sont pas intéressants pour ton entreprise et pour ton entreprise de produits ou services, en fait. Puis, le choix de te concentrer sur un client de rêve, il va quand même attirer d'autres clients qui ne sont pas un fit parfait et c'est normal. C'est ce qu'on appelle le principe du 80-20 appliqué justement au persona, le principe de Vilfredo Pareto, qui était un sociologue et économiste italien. Un livre que j'adore, là, Le principe 80-20 de Richard Koch, qui parle exactement de ce principe-là. Petite parenthèse qui manque ici, pas de stress. Ouais, le 80-20, puis qu'est-ce qu'on veut dire le 80-20? C'est que souvent, en fait, dans toutes les sphères de la vie, il va y avoir une espèce de corrélation entre 20% de tes efforts donnent 80% de tes revenus. 20% de ton contenu attire 80% de tes clients et vice-versa. Le 80-20, c'est juste pour dire que un petit peu rapporte beaucoup et l'inverse est vrai aussi. Ça peut être 99-1, 98-2 et c'est pas ça qui est important. C'est juste que souvent, une petite partie de quelque chose donne le plus gros résultat de l'autre côté, tu sais. C'est ça qu'on va observer ici, c'est que oui, tu vas avoir la majeure partie de tes clients qui vont être un fit parfait, mais de l'autre côté, il va y avoir des clients qui ne seront pas un fit parfait, mais qu'on va les prendre pareil parce qu'ils fit quand même à la description de ta solution, donc ce que tu règles comme problème, qu'est-ce que tu offres comme contenu aussi en ligne. Donc, comment l'identifier maintenant, ce fameux client de rêve? Ben, ton client de rêve en tant que tel, il correspond à ton client cible, lui que tu cibles. Ce dernier possède les principales caractéristiques de ton client de rêve, ses principaux problèmes, les genres de questions qu'il se pose, ses désirs profonds et les raisons qu'il freine à acheter. Toutes ces problématiques-là, toutes ces raisons-là sont des choses que tu devrais garder en tête pour identifier ton client de rêve. Il va y avoir un exercice à faire à la fin du module ici. C'est ce qu'on appelle justement son portrait psychographique. Ce que je mentionnais juste un petit peu plus tôt, je pensais que j'en avais parlé la semaine dernière, mais non, ça, c'est ça ici qu'on en parle. Donc, le portrait psychographique, qu'est-ce que c'est? Il y a deux volets. Il y a le premier volet qui est le volet démographique et l'autre volet qui est le volet psychologique / psychographique. Donc, on va commencer par le volet démographique dans son ensemble. Ici, on inclut toutes les caractéristiques de l'humain en tant que tel. Donc, on va parler prénom, âge, sexe, la région, où est-ce qu'il habite, la langue. On va tout définir ça dans l'exercice. Ça va être vraiment important de le faire ensemble. Donc, on va souvent appeler ça l'avatar en fait en marketing. Ensuite de ça, on va regarder sa situation familiale, célibataire, marié, conjoint de fait, etc. On veut savoir c'est quoi son statut matrimonial pour savoir quelles seraient ses potentielles habitudes de consommation de contenu, mais aussi d'achat, où est-ce qu'il va se tenir, tout ça.
On va vouloir avoir son revenu, son type d'emploi, ses passe-temps favoris en ligne et hors ligne. Où est-ce qu'il passe son fameux temps? Où est-ce qu'on va vouloir aller chercher son attention? Donc, tu peux même trouver une photo de lui afin de bien le visualiser lorsque tu vas créer ton propre contenu. Je mets une petite blague ici parce que ça, c'est une photo de moi ici. Là. Pour le volet psychographique, là, on va regarder plus en détail c'est quoi les principaux problèmes de ton client de rêve. Quelles sont les questions les plus fréquentes qui te sont posées lorsque tu discutes avec lui? Quand tu parles avec ton client de rêve, justement, c'est quoi les questions qui ressortent? Qu'est-ce qui le freine à acheter de ce que tu as à offrir? C'est-tu des raisons financières, un timing, le produit n'est pas clair, l'offre n'est pas claire, etc., etc.? On va vouloir tout clarifier ça dans justement les questions qu'on va se poser ensemble. Puis tout ça, il va y avoir des exercices à faire aussi, comme je mentionnais à la fin du module. Puis quels sont les plus grands désirs de ton client de rêve? Les désirs, c'est vraiment, c'est quoi la raison fondamentale pourquoi il voudrait acheter et a besoin de régler son problème avec ce que tu as à offrir? Donc, la corrélation entre les deux. Puis, à quel état psychologique est-ce que ton client de rêve est vis-à-vis ton entreprise ou ta marque? Si c'est juste une marque pour l'instant, tu n'as pas de produit, tu peux commencer comme ça, mais où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il est froid, donc il n'est pas conscient, mais il serait un bon candidat avec ce que tu as à offrir? Est-ce qu'il est tiède, mais il ne cherche pas vraiment mais il cherche pas actuellement, mais il garde ses yeux ouverts pour voir qu'est-ce qui peut être offert à lui sur le marché quand son problème est comme pas réellement brûlant, comme on pourrait dire chaud à la suite. Là. Fait que quand on dit qu'une personne est chaude, littéralement, c'est qu'on va regarder, on va s'attendre à ce qu'elle soit à la recherche d'une solution, qu'elle soit en mode achat actif. Donc, souvent, ça va être une recherche Google à cette étape-là pour trouver ton contenu. Mais quand elle est froide, elle va plus aller sur YouTube, elle va plus tomber sur ton profil Instagram parce que quelqu'un aura parlé de toi, mais il n'a pas nécessairement besoin immédiatement, mais peut-être que ça peut l'intéresser, tu sais. Puis la façon avec laquelle tu vas communiquer avec ton client idéal, ça va être vraiment important aussi. C'est-à-dire, quel type de vocabulaire est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que tu vas parler au tu? Est-ce que tu vas parler au vous? Bon, c'est sûr, si c'est en anglais, you, c'est la même chose dans les deux, dans les deux côtés. Est-ce qu'il va y avoir des termes spécifiques d'un domaine spécialisé? Est-ce que tu vas utiliser un ton humoristique, un ton familier? Tous ces éléments-là sont vraiment importants à savoir quand tu vas justement te mettre dans la peau de la personne qui va s'adresser à ton client de rêve, ce qui va être toi éventuellement. T'sais. Donc, je vais vous donner un exemple ici d'un profil psychographique. Donc, ici, là, on va donner un exemple d'une entreprise qui est la tienne, qui serait une école de musique à Lorraine, par exemple. Ton persona, la personne que tu cibles, ton client de rêve, ça serait Marie-Pierre. Donc, Marie-Pierre, c'est une femme d'environ 37 ans, bachelière en administration. Elle a 2 enfants et prend soin de sa santé et de sa famille. Avec son travail, elle a un horaire régulier. Donc, on pourrait dire qu'elle fait du 9 à 5. Elle fait des activités avec les enfants après 17 heures et après 20h30, quand ils sont couchés, j'imagine qu'elle va prendre du temps pour elle. Dans un monde idéal, pendant que les enfants sont à la piscine le samedi matin, elle suivrait son cours de musique, mais le temps lui manque. Donc, c'est le temps assez dur pour trouver le temps dans son agenda. Ensuite de ça, elle n'exclut pas l'idée de faire ses cours de musique avec ses enfants. Ah, peut-être une activité familiale. Donc, son désir de saisir toutes les opportunités de la vie la pousse à vouloir apprendre un instrument de musique. OK, là, on a un désir ici. Elle se cherche un peu un échappatoire et elle veut trouver sa passion à elle. Donc là, ici, on a un portrait qu'on appelle psychographique, pas très intense, mais quand même assez précis, qui va donner des indicateurs à toi, qui est l'école de musique, pour te dire, OK, comment est-ce que je devrais communiquer avec Marie-Pierre via mes communications? Fait que là, on pourrait parler, est-ce que tu es dans les groupes Facebook? Est-ce que il y aurait plein de raisons. Est-ce que tu es sur un profil Instagram qui est intéressant pour les gens, pour les femmes de 37 ans qui cherchent à apprendre la musique le soir? Tu sais, c'est tous des éléments comme ça qui vont être intéressants de commencer à réfléchir pour te dire comment est-ce que je vais comment est-ce que je vais structurer mes communications? Comment est-ce qu'elle aimerait être communiquée? Et comment est-ce qu'elle aimerait se faire communiquer mes informations à elle via mes plateformes à moi? Fait que tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Ce qu'on vient de voir dans l'exemple ici sont des choses que vous allez pouvoir faire pour votre propre persona à vous. C'est un exercice qu'on va faire par la suite. Donc, comment attirer son attention? Ben, tu souhaites attirer l'attention de ton client de rêve pour établir une relation de confiance entre lui et ta marque. C'est très, très, très important. Tu veux influencer son gut feeling afin qu'il développe une perception positive envers ta marque. Toujours. C'est la seule chose que tu as le contrôle, c'est comment tu communiques avec cette personne-là. Tu n'as pas le contrôle de comment elle va se sentir, mais tu as un peu une idée que si tu te mets à insulter ce genre de persona-là, ben, son gut feeling ne va pas être positif, right? Fait qu'on va aller à l'inverse. On veut influencer positivement son impression envers ta marque. Puis, afin d'éviter de créer des sceptiques envers ta marque, celle-ci doit créer une relation avec votre client de rêve, donc par la profondeur de ton intention, avec un brin d'humanité au travers de tes communications. Fait que profondeur, intention et humanité, c'est vraiment les choses qui sont hyper importantes dans ton contenu.
Par exemple, du contenu qu'on va appeler behind the scenes, quote unquote, on va pouvoir regarder aussi des conseils réellement utiles. Donc, comment apprendre à jouer du violon quand tu n'as pas jamais pratiqué puis que tu es une mère de famille, peut-être. Tu sais, un article ou une vidéo YouTube qui pourrait être à ce sujet-là. On va parler aussi des témoignages de vrais clients. Donc, tu sais, s'il y a d'autres personnes comme Marie-Pierre, ça serait quand même intéressant de le présenter dans tes témoignages, justement. Ce sont des types de contenus qui vont aider à augmenter le sentiment de loyauté de ton client cible envers ta marque. Ça, c'est vraiment comme un peu le comment est-ce qu'on va l'attirer de manière plus high level, si on veut, de haut niveau, où on va regarder, OK, ça, c'est les concepts importants que je vais devoir bien maîtriser. Donc, la profondeur, l'intention, l'humanité dans les communications, l'empathie, développer le gut feeling positif, la perception positive. On veut qu'il y ait confiance en nous. Fait que vous devez garder ce modèle mental-là dans votre tête en tout temps. Donc, il va y avoir un petit exercice à faire ici. Et puis, ça va être... vous pouvez l'arrêter la vidéo pour le regarder ici, là, mais ça va être à faire aussi par la suite. Puis, il y a tous les détails sur Skool par la suite. Donc, l'exercice ici, c'est quelques questions à se poser pour savoir comment attirer son attention. Fait qu'on va vouloir savoir, c'est quoi les attributs symboliques de votre marque? Puis quand je dis attributs symboliques, là, je parle justement comment est-ce qu'on se sent quand on la regarde? Qu'est-ce que vous voudrez que les gens sentent justement en ayant un contact avec votre marque ou votre entreprise? Aussi, l'aspect de l'esthétisme. De quoi est-ce que votre produit ou service a-t-il l'air? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour la cliente de rêve, dans ce cas-ci, de notre exemple plus tôt, ou votre client de rêve si c'est un homme? Quel genre de personne l'achète? C'est quoi la tribu des genres de gens qui achètent ce genre de produit-là? Puis quand je dis tribu, je dis vraiment... en fait, j'en parle un petit peu plus tôt. J'en parle après, je vais y revenir. Fait que, est-ce que le prix... qu'est-ce que le prix signifie aux yeux de vos clients pour justifier sa désirabilité? Souvent, quand quelque chose est dispendieux, donc plus cher, associé à une marque qui a des comme valeur et vertu, si on veut, que le luxe est important, tout ce qui tourne autour de quelque chose qui est dispendieux va souvent avoir une connotation de désirabilité qui est plus haute, en fait. Les gens vont plus désirer quelque chose qui va valoir plus cher parce qu'il y a comme une perception de valeur associée au prix. Littéralement, aussi simple que ça. Puis la valeur associée au prix, plus elle est élevée, plus elle est désirable. Donc, est-ce que ça joue justement dans la perception du service que tu vas vendre, ou vous allez avoir à vendre? Puis c'est quoi après ça l'attribut? Donc, c'est l'attribut ou la communauté de gens que le client va rejoindre. Si on pense à Apple comme exemple, c'est les artistes qui pensent différemment. Leur fameuse citation qu'on appelle Think Different, là, qu'on a vu souvent, c'est ça. Apple, ils veulent attirer les gens qui pensent différemment. Puis est-ce que toi, en tant que client, mettons qu'on regarde Apple, est-ce que toi, en tant que client, tu veux te sentir que tu es différent en utilisant les produits d'Apple? Souvent, oui, si ça fait avec ton type d'avatar, la personne que tu es. Donc, quelle tribu est-ce que les gens vont rejoindre s'ils achètent le produit? C'est-tu des entrepreneurs leaders? C'est-tu des... je sais pas, moi, c'est juste des coiffeuses. Est-ce qu'il va y avoir une communauté de coiffeuses qui se donnent des cues sur les produits à acheter? Ça peut être n'importe quoi. C'est important de savoir c'est quoi la tribu que vous voulez bâtir. Puis, qu'est-ce que les gens disent? Littéralement, c'est quoi le feedback que vous entendez dans votre dos? Qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que vous êtes capable de réutiliser des termes positifs que les gens ont déjà dit sur l'entreprise? Qui est derrière la marque? Souvent, on va regarder ça dans les entreprises qui commencent. Donc, on va vouloir avoir un petit peu le profil du fondateur ou fondatrice de l'entreprise pour savoir un peu comme, OK, c'est qui ou quoi le brain derrière l'entreprise, là? Puis, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent pas accomplir sans votre aide? Fait que justement, là, la personne est comme, elle regarde ton contenu, puis est pas capable de faire X. Comment est-ce que tu l'amènes de sa situation désirée à la solution? Est-ce qu'au travers de ton contenu, tu vas être capable de donner des petits nuggets, là, des petits breadcrumbs, qu'on pourrait dire, qui pourraient être des indicateurs pas des indicateurs, mais qui pourraient être des pistes de solutions pour un problème, mais sans être nécessairement structuré comme étant la solution. Parce que si tu donnes la solution au complet au problème, tu n'auras probablement pas la chance de vendre le service que tu veux vendre ou le produit que tu veux vendre, right? Il va quand même toujours avoir des gens qui vont préférer, apprendre par eux-mêmes, le faire par quelqu'un d'autre, tu sais. Puis souvent, ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer quand on va positionner notre offre. J'en parlais plus tard, mais l'offre qu'on va vendre, tu sais. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour régler... Qu'est-ce que tu pourrais faire ou ton entreprise ou ton produit pourrait faire pour régler leur situation problématique? Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux donner qui sont gratuits? En fait, c'est quoi aussi ton processus? Comment est-ce que tu règles le problème de cette personne-là avec sa situation à elle, tu sais? Aussi, ensuite de ça, comment est-ce que tu vas te positionner devant ton client et ce, à quel moment? Fait que là, quand on va arriver à la semaine 3, donc la semaine prochaine, on va regarder justement c'est quoi la bonne plateforme. On va regarder les types de plateformes forts en 2021. Puis, on va regarder aussi laquelle serait la plus importante à utiliser en fonction de plein de facteurs. Donc, on va regarder ça pour la semaine prochaine.
Le but de l'exercice ici, là, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que tu vas faire pour développer la relation de confiance avec ton client de rêve. C'est ça l'objectif ici. Fait que tu veux te donner des paramètres autant symboliques que très précis, que par rapport au prix, un peu avoir un feeling de qu'est-ce que les gens disent pour justement t'assurer que, bon, est-ce que tu as tous les éléments dans ton coffre à outils pour communiquer à ton bon client. Maintenant, on va regarder la différence entre ce que le marché demande et ce que tu as à vendre. Donc, la fameuse proposition de valeur. La semaine dernière, on a discuté de l'importance d'obtenir un feedback de tes clients de rêve avec l'exercice du push et pull. Mais maintenant, je vais t'inviter à réfléchir à ton offre, donc ce que tu vends actuellement, et te demander si elle est alignée avec les pain points, là, je mets ça entre guillemets aussi, là, de ton client de rêve, de ce qu'on vient de discuter à l'exercice plus tôt. Fait que tu peux maintenant analyser le marché de haut et commencer à réfléchir à quel endroit, donc peut-être la bonne plateforme en fonction de ton client de rêve, où est-ce qu'il va vivre, où est-ce qu'il va passer son temps. Ou tu vas vouloir être présent justement au moment où ton client de rêve aura besoin de ton aide ou aimerait en apprendre plus sur ton produit. Vraiment, vraiment important ici. En tant qu'entreprise, si vous vendez un service ou si votre produit que vous voulez vendre ou pousser sur le marché, ben, c'est quelque chose qui va régler un problème pour un client. Ça, je vais mettre ça dans le bucket, là, dans le seau, si on veut, des entreprises qui règlent des problèmes. Puis, de l'autre côté, si ce que vous avez à vendre est de la création de contenu, donc mettons qu'on pourrait dire un créateur de contenu voudrait faire cette formation-ci, ben ton produit en tant que tel, c'est tes pièces de contenu vidéo, right? Et peut-être des cours que tu vas vouloir vendre, peu importe, une communauté, n'importe quoi. Là. L'important ici de savoir, là, c'est de savoir que tu vas créer un contenu qui est aligné avec les problèmes, si on veut, réels de ton client de rêve. Que ce soit quelqu'un qui veut être éduqué ou que ce soit quelqu'un qui veut être entertainé, donc diverti. Dans les deux cas, c'est deux possibilités de s'adresser à cette personne-là. Puis l'analyse de ton persona va permettre justement de clarifier ton intuition envers ce que tu devrais présenter à ton client de rêve. Petite parenthèse ici, là, le persona, il va toujours être à améliorer et à modifier. Donc, gardez en tête que votre persona, c'est l'avatar, c'est le client de rêve, c'est la personne à qui on s'adresse quand on fait nos publications. C'est comme « Hey, toi, mon ami, blablabla ». Ben, cette personne-là est tout le temps en mouvement avec les chiffres et le data qu'on va regarder à la semaine 5 ou 6. Il faudra juste vérifier. Je pense à la semaine 5, ouais, où on va regarder comment analyser les résultats. Puis ça va être vraiment important que si on se rend compte que le contenu qu'on fait ne s'adresse pas à la bonne personne, ou du moins c'est pas la bonne personne qui réagit à notre contenu, mais peut-être qu'on peut adapter notre persona, peut-être qu'on va mieux aimer ce marché-là, peut-être qu'on ne s'était pas adressé à la bonne personne en commençant. Fait que c'est vraiment important de faire une espèce de roue 360 ici, où est-ce qu'on crée du contenu basé sur notre intuition et le feedback qu'on a eu du marché. Ensuite de ça, on l'update, on l'analyse, on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer pour s'assurer que ça fit avec vraiment notre client à nous. Donc, qu'est-ce qu'on a couvert aujourd'hui? Dans ce module-ci, là, on a regardé qu'on ne devrait pas nécessairement avoir plusieurs personas. Je vous ai présenté quelques stratégies pour identifier votre client de rêve, comment attirer son attention aussi, et l'offre et la demande de votre proposition de valeur. Donc, on s'assure qu'elle soit alignée avec ce que vous avez à créer, offrir, vendre, présenter. Tous ces éléments-là doivent vraiment se jumeler ensemble et fitter ensemble. Donc, qu'est-ce que je vous demanderais comme petit devoir ici? Donc, premièrement, on va créer le persona. Vous allez aussi pouvoir répondre aux questions pour attirer son attention. Donc, il y a une feuille à remplir en les ressources ici, justement, dans les devoirs. Donc, vous allez avoir un modèle mental que j'appelle à remplir et vous allez pouvoir même créer aussi le troisième devoir qui est de créer votre propre feuille FAQ en gras et mettez en gras d'ailleurs les réponses les plus importantes. Puis quand je dis mettre en gras les réponses les plus importantes, vous allez voir dans l'exercice de FAQ, vous allez avoir comme, OK, il faut répondre à une question avec 10 variantes de solutions. Ben, parmi les 10 variantes de solutions, il va en avoir là-dedans qui vont sortir du lot. Vous allez être comme, ah, ça, je sais, c'est sûr, ça réglerait plein de problèmes. Ben, mettez-la en gras, celle-là. Ça va être vos premières sources de création de contenu ou d'inspiration de création de contenu parce que vous allez vous rendre compte que c'est probablement les problèmes qui ont le plus de douleur pour le client. Puis quand je dis problème, comme je réitère, là, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est néfaste pour le client. Je veux dire que le problème à régler, c'est ce que vous voulez offrir comme solution par le biais de votre entreprise. Tu sais, que ce soit quelqu'un qui s'ennuie, donc de la création de contenu, que ce soit quelqu'un qui a besoin peut-être de couper son gazon ou de savoir comment le couper, donc quelqu'un qui va apprendre. Vous voyez le genre, tu sais, quelqu'un qui est une entreprise de yoga, par exemple, mais si toi, tu es un yogi puis tu veux montrer aux gens à comment se détendre, faire par certaines pratiques de yoga et tout, ben peut-être que une des problématiques principales, puis là, j'y vais on top of même, là, c'est pas écrit sur les slides, là, mais peut-être qu'une des problématiques que tu vas vouloir régler, c'est justement l'environnement. Tu sais, dans quel environnement est-ce que tu devrais t'installer pour faire justement ton yoga? Fait que ça, c'est comme probablement les premiers problèmes que les gens vont se dire, c'est que, OK, là, je fais du yoga à distance chez moi, puis
est-ce que je devrais avoir un tapis? Ça coûte combien? Est-ce que je devrais être tout seul? Est-ce que je devrais mettre de la musique? Je devrais avoir de l'encens? C'est plein de sources de contenu que les gens vont vouloir se poser. Puis votre propre FAQ parmi les devoirs, vous allez pouvoir les partager dans la communauté, poser des questions, puis ça me fait plaisir d'y répondre. Sur ce, on se voit la semaine prochaine, à la semaine 3. Vous avez beaucoup de travail cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser School, m'envoyer un message, ça me fait plaisir d'y répondre. Et puis, on se voit la semaine prochaine.